Pour ce faire, je reçois pour vous ce soir un invité de prestige, une aînée dont l'amour du travail bien fait et la rigueur sont admirables et inspirantes. De nationalité béninoise, elle est chercheure consultante affiliée à l'Université d'Ottawa au Canada et chef d'équipe d'épidémiologie à l'Agence de santé publique du Canada. Notre échange se déroulera selon notre chronogramme habituel. Après l'animation de la formation par notre invité, suivra la phase des questions et réponses, puis la présentation de la procédure de demande d'attestation et nous finirons par une conclusion et l'annonce du prochain atelier de formation. Si tout comme moi, vous êtes prêts pour la communication de ce soir, je vous prie de recevoir notre oratrice du jour. Bonsoir, docteur Nicole Atessi. Bonsoir, docteur Fassinou. Est-ce que vous m'entendez? Oui, nous vous recevons. Parfait. Merci Merci beaucoup. d'avoir accepté notre invitation. C'est une grande joie et aussi un honneur pour nous de vous recevoir ce soir. Soyez les bienvenus au sein de la communauté Prima. Merci beaucoup, docteur Fassinou. Merci pour l'invitation. Bonsoir à tous, à toute la communauté médicale. C'est un honneur pour moi de partager avec vous cette présentation. Sans plus tarder, je vais commencer à partager mon écran. Juste m'assurer que vous voyez mon écran. Est-ce que vous voyez mon écran? Oui, la rédaction du protocole de recherche. OK. Oui, on voit votre écran. Parfait. Donc, merci encore pour l'invitation. Je salue tout le monde. Je vais faire un coucou particulier à mes collègues du Bénin, tous ceux du Bénin qui me connaissent ou qui me connaissent pas. Mes salutations. Donc, voilà, la rédaction du protocole de recherche, c'est quelque chose de vraiment très important pour tout chercheur, pour tout médecin qui veut faire de la recherche ou s'investir dans la recherche, pour tout étudiant en médecine, justement, qui doit rédiger sa thèse et réaliser son étude de fin de formation. Donc, le plan que nous allons suivre est le suivant. Pour commencer, donc, nous allons faire une introduction. Ensuite, nous allons parler du point de départ, qui est la question de recherche en tant que telle, ce qui nous amène à vouloir rédiger un protocole de recherche. Et donc, nous allons passer ensuite à travers toutes les étapes du protocole de recherche, le titre, la problématique, l'hypothèse, les objectifs de la recherche, la méthodologie qui est la plus grande partie du protocole de recherche. Ensuite, nous allons explorer les considérations éthiques qui ne sont pas moins importantes. Nous allons parler de la diffusion des résultats, l'élaboration de l'échéancier du budget et ensuite les références et les annexes. Donc, pour commencer, le protocole de recherche est un document qui décrit les différentes étapes de la recherche. Donc, la rédaction du protocole de recherche est l'étape la plus importante, je dirais, d'une recherche parce que si elle est ratée, d'emblée, la recherche est ratée. Donc, c'est vraiment une partie non négligeable. Elle constitue le pilier de la recherche, le fondement de la recherche. Donc, pour tout chercheur, pour tout scientifique, c'est vraiment une maîtrise, quelque chose que tout chercheur doit maîtriser. C'est fondamental de réaliser un bon protocole pour pouvoir faire des études qui aboutissent à des résultats valides et qui puissent être publiés dans des revues scientifiques. Il peut arriver que vous fassiez votre étude et qu'à la fin, à cause de sa qualité, vous n'ayez pas la capacité, il ne soit pas possible pour vous de publier dans une revue. Vous avez que des rejets parce que la qualité de l'étude n'est pas ce qu'elle devait être. Des caractéristiques importantes d'un protocole de recherche. Il doit être clair, il doit être convaincant, bien évidemment, il doit être réaliste. Nous avons beaucoup d'envie, de rêves, mais il doit rester réaliste, tenir compte des réalités du terrain. Donc, le protocole de recherche, bien évidemment, il est utile pour la réalisation de la recherche en tant que telle, mais aussi il aide
lorsque vous voulez faire des demandes de financement, vous avez des appels à propositions et vous voulez demander un financement pour la réalisation de votre recherche, il est essentiel que vous soumettiez le protocole de recherche parce que c'est à partir de la lecture de ce protocole que vous allez convaincre les bailleurs que cette recherche est utile et que le financement doit vous être accordé. Donc, c'est utile pour les demandes de financement. C'est également utile pour la soumission au comité de recherche parce que pour réaliser la recherche, vous avez besoin de l'approbation éthique. Et pour que l'approbation éthique vous soit accordée, eh bien, il faut que le comité d'éthique ait en sa possession tout le déroulement, toute la description du déroulement de votre recherche. Donc, en dehors de ça, il faudrait savoir que lorsque vous rédigez le protocole de recherche, c'est pas pour le ranger, mais il doit être scrupuleusement suivi lors de la réalisation de votre étude. Comment est-ce que tout commence? Par votre question de recherche, bien évidemment. Vous êtes un clinicien, vous êtes un étudiant et vous pensez, vous avez une idée, vous pensez à quelque chose et vous vous dites, ah, ça serait intéressant de faire une étude sur tel sujet. Donc, c'est par là que ça commence. Ça commence par la question de recherche. Mais il faut pouvoir formuler votre question de recherche avant de pouvoir démarrer la rédaction de votre protocole de recherche. Donc, ce qu'il faudrait éviter de faire, c'est d'avoir plusieurs questions de recherche. Il est important d'avoir une seule question clairement élaborée et à partir de cette question, vous pouvez avoir des sous-questions. Mais c'est vraiment important d'être vraiment succinct et précis dans, dans votre question de recherche. Votre question de recherche doit être innovante et permettre de faire avancer les connaissances. Il n'y a pas vraiment d'utilité à faire une recherche qui a déjà été faite avec les mêmes populations, dans le même milieu. Ça n'a pas vraiment d'intérêt. Donc, il faudrait que votre recherche apporte quelque chose de nouveau pour qu'on voit vraiment l'importance de la réaliser. Donc, pour ce faire, comment savoir si votre question de recherche est innovante ou nouvelle? Pour cela, il faudrait savoir qu'est-ce qui est déjà connu, qu'est-ce qui a déjà été fait et savoir qu'est-ce qui manque. Alors, pour ce faire, il faut faire une bonne synthèse de la littérature. Il faut faire une revue de la littérature et cette revue doit être quand même exhaustive et porter sur les études quand même assez récentes pour être sûr que vous êtes vraiment à jour dans votre recherche. Donc, il faut pouvoir identifier dans la littérature le manque que vous, à travers votre recherche, vous viendrez combler. Pouvoir identifier ce qu'on appelle le gap. Vous regardez dans les études à partir de votre question de recherche et vous recherchez des réponses à votre question de recherche. Vous allez trouver des similarités. Peut-être que vous allez trouver des études déjà faites sur votre sujet. Mais quand même, il est important d'avoir cette synthèse pour pouvoir savoir si votre étude est utile ou non. Quelques petites astuces pour pouvoir savoir comment identifier une question de recherche pertinente, comment trouver le gap à travers les connaissances. Vous pouvez vous baser sur les études existantes. Quand vous lisez un article scientifique, vers la fin de l'article, il y a souvent des recommandations. Parce que l'auteur va finir par dire, voilà la conclusion, telle étude serait utile à faire pour pouvoir comprendre tel résultat que nous avons. Donc, lire la fin, la conclusion de certaines études permet de pouvoir savoir, de pouvoir identifier potentiellement des questions de recherche. Également, lorsque vous lisez un article et que vous réalisez que cette étude a été faite sur telle population, oh non, je pense qu'on pourrait la faire plutôt sur telle autre population. Donc, à travers les limites des études existantes, vous pouvez identifier une question de recherche qui viendra combler la limite de cette étude existante. Donc, ici, on va partir avec un exemple juste pour vous donner un peu une idée de à quoi correspond ce dont je parle. Donc, vous voulez faire une étude sur les facteurs associés au diabète, les facteurs de risque du diabète. Et puis, vous faites votre revue de littérature et vous explorez et vous regardez, vous
d'identifier qu'il y a des études sur les facteurs associés au diabète dans le monde, dans les pays développés. Vous trouvez également des études qui ont été réalisées en Afrique. Et vous avez réalisé votre étude au Bénin. Et alors, vous cherchez au Bénin quelles sont les études qui ont été réalisées. Et vous vous rendez compte qu'il y a une seule étude qui a été réalisée sur une population de 100 personnes. Alors, le gap ici, c'est d'avoir une étude qui est plus représentative à l'échelle nationale. Il y a une étude existante qui est juste sur 100 personnes, mais cette étude n'est pas représentative de la population nationale. Et alors, le gap, c'est de pouvoir réaliser une étude à l'échelle nationale. Donc là, c'est juste un exemple pour vous dire comment vous pouvez formuler votre question de recherche pour qu'elle puisse répondre à un besoin réel. Donc, après avoir identifié votre question de recherche, là, vous pouvez commencer la rédaction de votre protocole de recherche. Donc, voilà les étapes du protocole, comme on en avait parlé dans le plan de cette présentation. Tout commence par le titre. L'énoncé de votre titre est important. Vous devez pouvoir rédiger ce titre de façon à ce que dès que le bailleur ou le lecteur le lit ou le comité scientifique le lit, qu'ils comprennent ce que vous allez chercher dans votre étude. La problématique, très important également parce que c'est là que vous allez mettre tout l'argumentaire. Les objectifs qui doivent avoir certaines caractéristiques, être vraiment très clairs et détaillés. L'énoncé des hypothèses basées sur les connaissances existantes. La méthodologie, comme je l'avais dit, c'est vraiment une partie vraiment la plus importante du protocole de recherche. Les considérations éthiques, la diffusion des résultats, le budget, l'échéancier, les références et les annexes. Donc, tout d'abord, quand vous voulez commencer la rédaction de votre protocole de recherche, il est conseillé de ne pas le faire seul, parce qu'il est rare qu'une seule personne ait toute l'expertise qu'il faut pour réaliser une étude du début à la fin, surtout lorsqu'il s'agit des études d'une certaine envergure. Donc, il est recommandé, bien évidemment, il y a le chef d'équipe qui est l'investigateur principal, mais il est recommandé d'avoir des équipes multidisciplinaires, souvent encouragées par tous les bailleurs, les financeurs, les opportunités de financement. Les comités aiment les équipes multidisciplinaires. Donc, entourez-vous de cliniciens qui aient l'expertise liée au sujet à l'étude, experts en santé publique ou en épidémiologie, parfois experts en politique. Tout dépend du sujet qui sera traité dans cette étude, dans votre étude. Donc, essayez de rassembler les experts ou lorsque vous voulez rédiger le protocole, vous faites des consultations avec ces spécialistes pour avoir leur opinion et prendre ces opinions en compte pour la rédaction de votre projet de recherche. Parfois, ces personnes, tout au départ, vous amèneront à mieux identifier la question de recherche, je dirais à mieux identifier le problème et à mieux formuler la question de recherche. Donc, il est vraiment important d'avoir des spécialistes dans divers domaines, également des statisticiens. Lorsque vous voulez faire des études statistiques assez avancées, il est souvent recommandé d'avoir recours à ces personnes. Donc, le titre de votre protocole de recherche. Donc, ce titre doit être clair, concis et précis. Quand vous avez une étude descriptive, par exemple, vous devez présenter dans le titre l'objet de l'étude, la population à l'étude, le lieu et le temps. Donc, dans cet exemple, l'objet de l'étude, je dirais, ce sont les caractéristiques épidémiologiques, population à l'étude, des patients diabétiques, lieu et temps, dans les hôpitaux du Cameroun de 2010 à 2020. Veuillez noter que les exemples que je donne, ce sont des exemples hypothétiques. C'est pas lié à des études spécifiques, c'est juste à titre d'exemple pour le besoin de la présentation. Donc, voilà les caractéristiques du titre d'une étude descriptive. Pour ce qui est d'une étude analytique, vous pouvez ajouter, souvent il est recommandé d'ajouter quelques mots sur la méthode.
Par exemple, ici, association entre l'activité physique et l'hypertension artérielle chez les adolescents au Congo, une étude longitudinale. Ce n'est pas obligatoire, mais c'est juste des recommandations pour donner un aperçu global de l'étude que vous allez réaliser. La problématique. Donc, la problématique dans votre protocole, c'est vraiment l'énoncé du problème. Elle est vraiment basée sur la littérature scientifique et elle est écrite sous forme narrative. Donc, c'est vraiment de la rédaction que vous faites. C'est comme une histoire que vous racontez et qui permet au lecteur de comprendre l'objet de l'étude et l'importance de l'étude. Donc, les questions auxquelles votre problématique doit pouvoir répondre sont les suivantes. Qu'est-ce qui est déjà connu sur le sujet? Donc là, on saura que vous avez vraiment parcouru toute la littérature et fait la synthèse des connaissances sur le sujet. Ensuite, parler de l'ampleur du problème et de ses conséquences. Quand on parle d'ampleur, il faut parler de la gravité de la maladie en termes de mortalité ou de morbidité. Quand on parle d'ampleur, on peut parler aussi de l'ampleur en termes de prévalence. Donc, ce sont des chiffres statistiques qu'il faut chercher et les amener à travers cette problématique. Parce que les chiffres, c'est vraiment ce qui parle. Tout ce qui est statistique, quand vous apportez des chiffres, on comprend l'ampleur du problème. Ensuite, répondre aussi aux questions, quel aspect du sujet n'a pas encore été pris en compte dans les études déjà publiées? Donc là, c'est vraiment le gap dans les connaissances que vous mettez de l'avant pour montrer aux lecteurs qu'il y a du travail à faire. Et à partir de ça, vous parlez de votre but, du but de votre étude et en quoi votre étude viendra combler la lacune déjà existante dans la littérature. Donc, vous élaborez et vous parlez des connaissances nouvelles que cette étude va apporter et aussi, vous pouvez parler des retombées. À quoi serviront ces connaissances nouvelles? Quelle sera l'utilité pour la population? Donc, quand vous mettez cela de l'avant, ça permet de justifier davantage l'utilité et l'importance de l'étude que vous allez réaliser. Donc, la problématique, il est bon d'avoir de bonnes compétences en rédaction et pouvoir structurer, pardon, de pouvoir structurer cette section de façon assez intelligente afin que le lecteur puisse vraiment saisir l'argumentaire lié à l'étude par rapport à ce que d'autres ont déjà fait. Il faut vraiment montrer dans votre rédaction que votre travail est original et novateur. Et lorsque vous rédigez, en général, ça se fait un peu en entonnoir. On va le faire dans un exemple dans la prochaine diapositive. Mais c'est juste de dire qu'on parle de vraiment ce qui est général, de ce qui est connu. Ensuite, on s'en va dans ce qui est beaucoup plus ciblé, où on va dans une progression historique, sans être trop exhaustif. Je vais essayer d'illustrer ça dans la prochaine diapositive. Donc, au début de votre problématique, vous parlez de qu'est-ce qu'on connaît déjà sur le sujet. Donc, comme je l'ai mis dans l'entonnoir, comme vous pouvez le voir dans l'entonnoir de droite, j'ai pris l'exemple de l'hypertension artérielle. On veut faire une étude sur l'hypertension artérielle. Donc, au début, vous parlez de l'hypertension artérielle dans le monde. Vous parlez des statistiques. Ensuite, en Afrique, vous parlez de la gravité, de la prévalence, des complications, des décès dans la population en général. Si votre étude doit porter sur les adolescents, vous pouvez chercher aussi des données sur les adolescents dans le monde et en Afrique et aussi ce qui est connu sur l'activité physique. Donc, l'exemple que je donne ici, c'est vraiment pour une étude qui porte sur l'activité, les impacts de l'activité physique sur l'hypertension chez les adolescents. Donc, c'est dans cet esprit que j'ai donné cet exemple. Donc, comme je le disais, vous parlez de vraiment des statistiques générales sur l'hypertension dans le monde, en Afrique, chez les adolescents. Après, vous allez un peu plus précis et vous allez dans le pays où vous voulez faire l'étude. Est-ce qu'il y a des connaissances dans ce domaine? Donc, dans ce pays, vous allez chercher quelles sont les études qui ont été faites sur le terrain.
dans la population des adolescents. Et ensuite, à la fin, vous allez aboutir à votre question de recherche. Donc, c'est un peu ça, la chronologie de la rédaction de la problématique. Donc, il est vraiment important pour pouvoir rédiger cette problématique de faire la revue de littérature, comme je l'ai dit. La revue de littérature est basée sur les articles scientifiques revus par les pairs. Et pour pouvoir faire cette recherche, ça, c'est encore tout un exercice. La revue de littérature, c'est carrément tout un autre apprentissage. Il faut pouvoir bien formuler la question de recherche, identifier les mots-clés essentiels pour pouvoir retrouver les articles pertinents. Si vous n'utilisez pas les bons mots, vous allez retrouver des millions d'articles qui ne sont pas pertinents, vous allez perdre beaucoup de temps et vous serez frustré dans votre recherche. Il est souvent conseillé de demander l'aide de bibliothécaires parce que les bibliothécaires, c'est leur travail. Ils sont spécialisés dans la recherche scientifique. Vous pouvez faire votre recherche, mais c'est recommandé d'avoir l'aide des bibliothécaires parce qu'ils ont des techniques pour pouvoir faire une recherche exhaustive et utiliser des termes clés et des techniques permettant de pouvoir retrouver des articles pertinents. Donc là, j'ai donné des exemples de bases de données pertinentes qui sont souvent utilisées pour les revues de littérature. La base PubMed, c'est une base de données assez intéressante où vous trouvez beaucoup d'articles intéressants. Comme vous le savez, la grande majorité de la littérature, c'est en anglais. On en trouve aussi en français, mais il est toujours conseillé d'étendre votre recherche anglais-français pour être sûr de vraiment ramasser le maximum d'articles. Donc, PubMed, c'est en anglais, en français quelquefois, mais la grande majorité en anglais. Cochrane Library, c'est une base de données qui rassemble les revues systématiques. Et ça, c'est très important parce que quand vous avez une revue systématique sur un sujet et qui est récente, vous devez être heureux parce que les revues systématiques, comme leur nom l'indique, rassemblent plusieurs articles. Donc, ils font comme le résumé de plusieurs articles. Et ça vous permet d'avoir une vue d'ensemble assez facilement à partir d'un seul article. Donc, chercher les revues de littérature sur votre sujet de recherche, c'est vraiment une étape importante qui vous permet d'avoir le sommaire, une idée générale des études déjà faites sur le sujet. Mais il faut noter que Cochrane, ils utilisent dans les revues systématiques, ce sont vraiment des études de très bonne qualité dont ils tiennent compte. Donc, s'il y a des publications qui ont été faites sur un sujet et qu'elles ne sont pas de très bonne qualité, ben, vous n'allez pas les retrouver dans ces revues systématiques. Embase aussi, c'est une base de données d'articles scientifiques. Et Index Medicus Africain, c'est une base de données où il y a plusieurs articles africains et même francophones qu'on peut retrouver. Donc, tous les liens sont sur la présentation. Vous pourrez aller les parcourir et puis faire votre recherche. La littérature grise. Donc, dans votre revue de littérature, la littérature grise n'est pas négligée et elle est importante pour assurer l'exhaustivité de votre recherche. Je ne sais pas si vous êtes familier avec le terme littérature grise, mais la littérature grise correspond à tout type de documents produits par le gouvernement, l'administration, l'enseignement et la recherche, le commerce et l'industrie, en format papier ou numérique, protégés par les droits de propriété intellectuelle de qualité suffisante pour être collectés et conservés par une bibliothèque ou une archive institutionnelle et qui n'est pas contrôlée par l'édition commerciale. Donc, ce ne sont pas des publications que vous trouvez scientifiques, comme on le dit avec le terme publication scientifique, mais ce sont des documents importants, des documents d'organisation où vous trouvez des données importantes. Par exemple, les documents de l'OMS, le site web de l'OMS, toutes les publications et rapports de l'OMS ou d'organisations reconnues. Ils ont des documents, ils ont des statistiques
que vous pouvez utiliser. Donc, la littérature grise, selon la discipline, peut représenter jusqu'à 30% des publications scientifiques et elle permet de retrouver d'importantes études réalisées, mais qui n'ont pas été publiées. Parce qu'il y a plusieurs organisations comme l'OMS qui font des études et ils présentent les résultats, mais ils ne les publient pas dans des revues révisées par les pairs. Donc, ce sont quand même des organisations reconnues qui ont des publications fiables. Donc, les rapports de l'OMS, dans les ministères également, au niveau des gouvernements et des institutions, vous avez des documents officiels qui peuvent servir comme littérature grise sur un sujet pertinent. Ce qui est important à savoir, c'est que la littérature grise, ce n'est pas Wikipédia. Wikipédia, c'est pas une source fiable. Important à savoir, vous pouvez l'explorer pour avoir une idée sur un sujet, mais ne prenez pas Wikipédia pour le citer en référence dans une problématique ou dans une recherche. Les sites web de journaux, de nouvelles non plus. Les médias sociaux non plus. Donc, quand vous faites votre revue de littérature, il faut pouvoir faire le tri, identifier ce qui est à retenir et ce qui est à rejeter. Et rapidement, déjà à travers le titre, vous pouvez voir, OK, je garde, je ne garde pas. Ou bien vous passez en revue le résumé. Oui, cette étude, ça répond à mon sujet. Ensuite, vous devez avoir une idée de la méthodologie. Après avoir fait la sélection à partir du titre du résumé, vous devez avoir le full text, le texte complet de l'article et jeter un œil sur les résumés pour voir si ça a l'air de quelque chose de sérieux. Est-ce que c'est un article qui est valide? Est-ce que je peux le prendre ou pas? Donc, à partir de là, vous sélectionnez ou pas. Et tout ce que vous aurez sélectionné, c'est à partir de là que vous allez les prendre pour faire votre rédaction de la problématique. Donc, votre décision d'inclure ou d'exclure un article doit être basée sur la qualité de l'étude, mais également sur les connaissances disponibles. Idéalement, prendre des études récentes, mais parfois, il y a très peu de publications sur un sujet. Donc, si l'étude est ancienne, vous pouvez quand même la prendre, mais il faut vraiment démontrer que ce sont de très rares études. Donc, pour passer en revue les types d'articles que vous pouvez prendre en compte dans votre revue de littérature, nous avons ceux qui sont revus par les pairs, qui sont les études publiées dans les articles, dans les journaux scientifiques, qu'on appelle études empiriques ou études originales. Les revues de littérature, revues systématiques, méta-analyses ou études de cas à propos d'un cas ou de séries de cas. Dans la littérature grise, il y a les thèses. Les thèses sont vraiment importantes parce que elles sont faites en milieu universitaire. Donc, ce sont des études a priori de qualité que vous pouvez prendre en compte, les mémoires, les rapports techniques dans les ministères, documents de travail dans les ministères, rapports de conférences, articles pre-printed. Article pre-printed, c'est un article qui a été rédigé, soumis au comité pour être évalué, n'a pas encore été évalué, mais publié parce qu'il y a un besoin. Nous avons eu beaucoup de pre-printed avec la COVID parce qu'il n'y avait pas de connaissances sur le sujet et très vite, il fallait que les gens soient au courant. Donc, c'était mis en ligne sans être encore revu par les pairs, mais vous avez juste à identifier que c'est pre-printed lorsque vous citez l'article. Également, des lois et des politiques font partie de la littérature grise. Donc, les articles que vous identifiez et que vous voulez analyser pour pouvoir savoir si ils sont valides, si vous devez les tenir en compte dans votre étude ou pas, il faut considérer 3 éléments pour la critique des articles. La validité interne, la validité externe, l'interprétation des résultats. Il est important pour un chercheur de savoir critiquer un article parce que si vous n'êtes pas en mesure de bien critiquer un article et d'identifier les failles d'un article, vous ne serez pas en mesure de faire quelque chose de mieux. Donc, c'est un exercice important à faire pour savoir qu'est-ce que vous pouvez apporter de mieux dans le travail que vous allez réaliser. Donc, comment regarder, qu'est-ce que la validité
interne d'une étude. La validité interne, ce facteur consiste à évaluer la qualité de l'étude afin de déterminer la validité ou la véracité des résultats. Pour qu'une étude soit valide, les biais systématiques et les résultats aléatoires doivent être limités le plus possible. Ça, c'est pour identifier dans votre étude s'il y a par exemple eu des biais de sélection, la façon dont les personnes ont été sélectionnées pour l'étude n'est pas appropriée, par exemple, s'il y a des biais d'accès au diagnostic. Là, c'est un exemple, vous décidez de faire une étude sur la prévalence du cancer et vous utilisez le registre de cancer qui est disponible dans le pays. Mais il se fait que dans ce pays, pour accéder au diagnostic du cancer, il faut payer de sa poche. Donc, tous ceux qui n'ont pas les moyens limités, qui ont des moyens limités, ne seront pas en mesure d'accéder au diagnostic. Et donc, dans cette base de données que vous aurez que vous avez utilisée pour votre étude, ben, il n'y aura pas les personnes à revenus moindres. Donc, ce sera un biais de sélection si vous prenez ce registre pour faire votre étude. Donc, ça, ce sont des éléments de validité interne que je mets de l'avant. Également, si vous faites une étude de cohorte, au début, vous avez 100 patients, à la fin, vous vous retrouvez avec 20 patients et vous tirez des conclusions à partir de ces 20 patients, point d'interrogation. Est-ce que c'est toujours valide? La validité externe d'une étude. Donc, vous lisez l'article et vous regardez comment est-ce que l'échantillon de cette étude a été sélectionné. Est-ce que cet échantillon est vraiment représentatif de la population cible? Par exemple, vous avez une étude sur le diabète. Vous voulez connaître la prévalence du diabète dans votre pays. Vous allez dans le centre universitaire spécialisé, le centre universitaire, le plus grand centre universitaire du pays, et vous vous rendez compte que la prévalence du diabète dans ce centre est de 25%. Et vous tirez votre conclusion, la prévalence du diabète dans tel pays est de 25%. Ça ne marche pas parce que la population, pour évaluer la prévalence, c'est la population générale. Et là, vous avez pris un échantillon dans un hôpital spécialisé qui concentre que les cas compliqués et qui concentre que les cas vraiment diagnostiqués et compliqués. Donc, vous aurez une surestimation de la prévalence du diabète qui n'est pas représentative de la population cible pour laquelle vous voulez mesurer la prévalence. Donc, c'est un peu ça la validité externe. Aussi, vous regardez dans l'étude comment est-ce que les résultats sont présentés. Quelle est la taille de l'échantillon? Le chercheur a pris 10 patients et là, tiré des conclusions. Quelle est la qualité des analyses statistiques? Donc, ça requiert que vous ayez quand même des connaissances de base en statistique pour pouvoir reconnaître qu'est-ce qui a de l'allure, qu'est-ce qui n'a pas d'allure, qu'est-ce qui est une limite à l'étude. Donc, des connaissances de base pour vous en tant que chercheur sont nécessaires pour pouvoir critiquer adéquatement un article et pouvoir faire quelque chose de mieux. Donc, on avait parlé de la problématique. Maintenant, nous allons passer aux objectifs. Donc, les objectifs de votre étude, vous devez pouvoir les énumérer et ces objectifs doivent être précis, ils doivent être bien détaillés, ils doivent être mesurables. Donc, il est conseillé d'utiliser un verbe d'action pour présenter vos objectifs. Donc, au départ, vous avez d'abord un objectif général et ensuite, vous avez des objectifs spécifiques. Donc, par exemple, comme objectif général, vous avez décrire l'association entre l'hypertension artérielle et la pratique de l'activité physique chez les adolescents au Congo, par exemple comme ça. Et comme objectif spécifique, tout d'abord, vous estimez la prévalence de l'hypertension chez les adolescents. Deuxièmement, ce sera de déterminer si la fréquence et l'intensité d'activité physique protègent contre l'hypertension chez les adolescents du Congo. Et ensuite, décrire la différence selon le sexe. Donc, ces trois objectifs spécifiques permettent de pouvoir répondre à l'objectif plus général. Et si ces objectifs sont atteints, justement, vous pouvez parler des retombées attendues
si ces objectifs sont atteints. Maintenant, parlons des hypothèses. Quelles sont les hypothèses de votre étude? Les hypothèses se présentent sous forme d'une affirmation et présentent les résultats présumés de la recherche. Donc, ça se base aussi sur des observations empiriques du médecin. Vous êtes un clinicien, par exemple, et puis vous recevez des patients, bon, vous êtes un dermatologue, vous recevez des patients qui ont de l'acné et vous remarquez que donc, la plupart de ceux qui viennent, ce sont plus des hommes, alors que vous pensez pas que c'est le cas. Ça paraît un peu surprenant. Alors, vous décidez d'émettre comme hypothèse que, bon, la prévalence de l'acné est plus élevée chez les personnes de sexe masculin. Donc, ça peut être basé sur vos observations empiriques, mais le plus souvent, c'est basé sur des études antérieures qui ont été faites sur un sujet similaire. Donc, à travers votre revue de littérature, vous avez vu des chiffres et c'est ces chiffres que vous utilisez pour émettre vos hypothèses. Je parle des statistiques. Donc, en règle générale, il faut pouvoir émettre une hypothèse pour chaque objectif spécifique. On va faire un exemple tout à l'heure. Donc, on va partir des exemples du précédent, de ce que j'avais présenté tout à l'heure. Donc, pour l'objectif estimer la prévalence de l'hypertension chez les adolescents, l'hypothèse sera la prévalence de l'hypertension chez les adolescents se situe entre tel chiffre et tel chiffre, puisque c'est ce que vous avez vu dans votre revue de littérature. Pour répondre à l'exemple, pour répondre à l'objectif, déterminer si la fréquence et intensité de l'activité physique protège contre l'hypertension. Chez les adolescents, vous pourrez dire, mon hypothèse est que l'activité physique à intensité élevée et modérée est un facteur protecteur contre l'hypertension chez les adolescents, alors que l'activité physique à intensité faible n'a pas d'effet sur la survenue d'hypertension chez les adolescents. Donc ça, ce sont vos hypothèses. Et ainsi de suite pour chaque objectif spécifique. Maintenant, nous allons parler de la méthodologie, qui est le plus gros morceau de votre protocole de recherche. C'est vraiment la partie la plus importante. Elle doit être bien détaillée pour permettre la réalisation de la recherche sur le terrain. C'est du genre détaillé au point où si vous perdez votre protocole quelque part et que quelqu'un le ramasse, qu'il soit en mesure de réaliser l'étude du début à la fin sans avoir à vous consulter. C'est vous dire à quel point l'information doit être présente pour pouvoir reproduire la recherche des faits. La rigueur est de mise. Elle détermine la qualité et la validité de votre étude. Si vous voulez faire une étude et que vous voulez avoir des chances de la publier, mettez de la rigueur dans votre méthodologie. Donc, les parties de la méthodologie sont les suivantes. D'abord, vous parlez du devis de recherche ou type d'étude, la période d'étude, période de collecte de données. Ce n'est pas toujours la même chose, on va en parler. La population et l'étude doivent être clairement identifiées en parlant des critères d'inclusion, des critères d'exclusion. La stratégie d'échantillonnage doit être bien décrite et c'est là qu'on pourra identifier s'il y a un biais de sélection ou pas. Les techniques de collecte et les outils de collecte doivent être décrits. Ensuite, dans la partie analyse, vous allez décrire si ce sont des analyses quantitatives, qualitatives ou mixtes que vous faites. Vous allez les décrire avec détail. Dans les exemples que je vais vous donner, vous verrez que ce sont plus des exemples d'études quantitatives. Je suis épidémiologiste, donc c'est vraiment par rapport à ça, j'ai un biais d'épidémiologiste. C'est par rapport à ça que je donnerai des exemples. Les considérations éthiques, formulaire de consentement, très important. Les considérations administratives également.
Donc, d'abord, pour ce qui est du devis de recherche, du type de recherche, vous devez être en mesure de déterminer si votre étude est une étude descriptive ou bien une étude analytique. Les études descriptives, c'est vraiment les études les plus simples qui permettent de décrire, par exemple, une population, profil épidémiologique des personnes atteintes de telle maladie dans tel hôpital ou dans tel pays. Vraiment, c'est vraiment des études de départ. Et à partir des études descriptives, souvent il y a des hypothèses qui sont émises pour pouvoir maintenant réaliser des études analytiques. Les études analytiques permettent soit de pouvoir établir une association entre une exposition et une maladie, ou parfois d'évaluer l'efficacité d'un traitement ou d'une intervention. Également, vous devez préciser si votre étude est prospective, basée sur des rétrospectives, pardon, je pense qu'il y a une erreur que je vais corriger. Si l'étude est rétrospective basée sur les données antérieures ou une étude prospective basée sur des études futures, des données futures. Donc là, j'ai fait comme un résumé des types d'études juste pour vous donner un rappel. On va pas aller trop dans le détail parce que je pense que ça, c'est tout un cours à part. Donc, dans la catégorie des études descriptives, il y a les rapports de cas. Vous êtes un clinicien, vous avez un cas particulier. Ça, c'est vraiment une manifestation particulière de telle maladie. Je veux le décrire pour le publier. Donc, rapport à propos d'un cas ou une série de cas. Une étude transversale, c'est une étude pour collecter les données à un moment donné dans une population. Donc, les études transversales permettent aussi de faire la description d'une population à un moment donné dans le temps. Il y a les études écologiques. Ensuite, les études analytiques qui peuvent être étiologiques. Dans les études analytiques, nous avons les études observationnelles. On les appelle observationnelles parce que il n'y a pas vraiment d'action du chercheur pour mettre l'exposition. C'est vraiment un griffe naturel. Donc, une étude de cohorte, par exemple, on prend des personnes, on les suit dans le temps et on voit comment elles évoluent par rapport à l'exposition, à une certaine exposition spécifique sur une certaine durée. Ensuite, les études cas témoins qui sont surtout réalisées dans les cas des maladies rares. Mais études de cohorte et études de cas témoins permettent d'établir la causalité. Est-ce que tel élément est causal de telle maladie? Ensuite, les études évaluatives, parmi lesquelles nous avons les essais cliniques randomisés et les études populationnelles quasi-expérimentales. Donc, essais cliniques randomisés, je pense que vous êtes familier avec ça. C'est vraiment l'allocation d'un traitement par aveugle à deux groupes, le groupe témoin et le groupe expérimental, et voir si un traitement est efficace en comparant les résultats dans les deux groupes. Et les études quasi-expérimentales, c'est à peu près comme les études randomisées, mais la seule différence, c'est que l'intervention n'est pas faite par le chercheur. Par exemple, nous avons une population à qui on a accordé le traitement gratuit. Les soins à l'hôpital gratuits peuvent aller sans payer, comme l'exemption de paiement des soins. Et on veut comparer cette population à une autre population qui n'a pas eu d'exemption de paiement des soins et voir comment ils accèdent aux soins de santé. Est-ce qu'il y a un changement dans leur façon de recourir aux soins de santé dans un groupe et dans l'autre et comparer les résultats? Donc, c'est un peu ça, le quasi-expérimental. Donc, dans tout ça, devez être en mesure d'identifier quel est le type d'études que vous voulez réaliser. Donc, ensuite, vous devez clairement indiquer la période couverte par les données de l'étude. Il est idéal d'avoir des données récentes. Si vous voulez utiliser un registre et que c'est un registre dont les dernières données datent des années 2000, je ne suis pas sûre que ce soit pertinent d'utiliser cette base de données. Utiliser des données récentes, c'est idéal. Et il faut distinguer également la période couverte par l'étude et la période de la collecte de données. Parfois, c'est pas la même chose. Lorsque vous êtes en train de faire une étude rétrospective, vous collectez les données dans un registre pendant un temps donné, mais les données en tant que telles datent d'une période antérieure. Donc, il faut pouvoir distinguer les deux dans votre description.
Donc, comme exemple ici, j'ai mis les variables relatives à la population diabétique couvriront des patients consultés dans les hôpitaux de janvier 2020 à décembre 2021. Ces données seront collectées dans les hôpitaux entre le 1er avril 2023 et le 30 novembre 2023. Donc, cet exemple distingue la période de collecte de données de l'âge, je dirais, des données en tant que telles. Ensuite, la population à l'étude. Il faudrait vraiment clairement identifier votre population à l'étude. Et les caractéristiques personne, temps, lieu sont essentielles. En épidémiologie, ces 3 paramètres, vous les retrouverez partout. Personne, temps, lieu, c'est un repère et vous devez toujours avoir de l'information par rapport à ces paramètres pour pouvoir faire une description épidémiologique qui a du sens. Donc, vous voulez déterminer votre population à l'étude. Quels sont les critères d'inclusion? Par exemple, vous voulez décrire les diabétiques dans les hôpitaux du Bénin de 2010 à 2011. Et vous décidez de prendre comme caractéristique de la personne adulte de 18 ans et plus, ayant eu un diagnostic de diabète dans leur dossier médical, patient reçu en consultation externe ou patient en hospitalisation, à vous de déterminer. Mais ces informations doivent être décrites précisément. Ensuite, le lieu. Ce sont des patients qui ont été consultés où? Qui ont été hospitalisés dans quel hôpital? Situés dans quelle région du pays? Vous devez le préciser. Ensuite, le temps. Ces hospitalisations, consultations de ces patients doivent avoir eu lieu en telle période ou telle période. Donc, toutes ces informations vous permettent de clairement identifier votre population à l'étude. D'autres précisions et critères peuvent être nécessaires en fonction de l'étude que vous réalisez. Et les critères d'exclusion peuvent être établis en raison de contraintes méthodologiques liées au coût ou à la durée de l'étude. Donc, vous voulez faire une grande étude, c'est vrai, mais il y a un coût qui est associé, alors vous décidez de réduire votre population. En réduisant la population que vous allez atteindre, faites attention à ce que ça n'entache pas la qualité de l'étude. Donc, c'est vraiment un équilibre qu'il faut trouver entre les moyens disponibles pour réaliser l'étude et en même temps garder un certain standard en termes de qualité de l'étude. Tout ça doit être guidé par la question de recherche, bien évidemment, et les analyses que vous envisagez faire. La base de sondage, on appelle base de sondage l'outil que vous allez utiliser pour avoir accès à votre population. Par exemple, il peut s'agir de registre de malades dans un hôpital ou de la liste de téléphones de ménage. Donc, à partir de là, vous identifiez les personnes que vous allez rejoindre. Donc, les bases de sondage dépendent d'un milieu à l'autre. Ça diffère d'un milieu à l'autre. Il faut s'assurer de la qualité de la base de sondage et de sa représentativité. Donc, quand on vous donne une liste de patients dans un registre, cherchez à savoir comment cette liste est établie. Quels sont les critères qui font que des gens se retrouvent dans cette liste? Ça vous permettra de savoir si vous aurez un biais de sélection ou pas. Dans certains cas, il peut s'agir d'un recensement que vous faites. Vous n'avez pas besoin d'échantillons parce que vous voulez prendre, par exemple, tous les patients de l'hôpital et c'est un nombre raisonnable. Les patients souffrant de telle affection, par exemple, et c'est un nombre raisonnable. Et vous n'avez pas besoin de sous-ensemble d'échantillonner. Alors, vous les prenez tous et vous faites votre étude. Il n'y a aucun mal à ça si vous avez la capacité de tous les prendre. Donc, en termes d'échantillonnage, vous pouvez faire un échantillonnage probabiliste ou non probabiliste, je veux dire aléatoire ou non aléatoire. L'échantillonnage se fait évidemment lorsque votre population cible est vraiment trop grande et que vous ne pouvez pas toutes les prendre. Ce n'est pas réaliste. Alors, vous allez échantillonner. Et voilà les méthodes d'échantillonnage. L'échantillonnage aléatoire, c'est le prérequis pour une inférence statistique. Je m'explique. Lorsque vous voulez faire une analyse, vous voulez faire une étude pour comparer, je dirais, analyser la prévalence d'une maladie, OK? Et que vous avez un échantillon. Si vous avez trouvé que la prévalence est de 7% pour le diabète et que vous voulez dire, OK, parce que la prévalence est de 7% dans le diabète, donc à l'échelle nationale, la prévalence du diabète est de 7% dans tout le pays,
il faudrait que votre échantillonnage ait été aléatoire. Parce que si votre échantillonnage n'est pas aléatoire, vous ne pouvez pas inférer vos résultats de votre échantillon à la population cible. C'est un prérequis statistique. Donc, essayez de faire votre échantillonnage aléatoire. Donc, il y a plusieurs méthodes. C'est pas évident, je l'avoue, et c'est pas facile parce que souvent, ça requiert que vous ayez toute la population déjà enregistrée de façon électronique et pouvoir maintenant les tirer de façon aléatoire. Donc, j'avoue que c'est pas évident de pouvoir le faire, mais l'idéal, c'est de pouvoir le faire. Donc, l'échantillonnage aléatoire peut être systématique, stratifié ou par graphe. Systématique, c'est par exemple, vous avez dans un registre, vous décidez de prendre, je veux dire, tous les numéros 5, tous ceux qui se terminent par 5 dans le registre. Ça, c'est juste un exemple. Mais avant de pouvoir le faire, ça veut dire que tous les patients aient un numéro spécifique. L'échantillonnage stratifié, parfois c'est nécessaire parce que vous voulez faire une étude et vos analyses vont porter sur une comparaison homme-femme. Donc, vous devez vous arranger pour que vous ayez un nombre suffisant et d'hommes et de femmes. Parfois, ce n'est pas évident, pas du tout. Il y a eu des études qui ont été faites dans des régions éloignées et à cause des construits sociaux, il n'y a que les hommes qui participaient. Ils n'autorisaient pas les femmes à participer. Et votre étude, par exemple, devait porter sur une comparaison. Donc, vous devez trouver une méthode pour aller chercher les femmes et les échantillonner de façon aléatoire pour être sûr d'avoir tous les groupes que vous voulez analyser. L'échantillonnage par grappe aussi peut se faire quand vous prenez des groupes de personnes, par exemple, vous prenez des groupes d'école. Ça, c'est vraiment des groupes, au lieu de prendre des individus, vous prenez des groupes de personnes. Ça, c'est l'échantillonnage par grappe. L'échantillonnage non aléatoire, c'est ce qui arrive souvent aussi quand on fait des études basées sur des volontaires. Vous affichez telle étude doit être faite et puis les volontaires doivent venir. Donc ça, c'est non aléatoire. Mais quand même, il y a des choses qui peuvent se faire avec ça, même si ce n'est pas le gold standard, même si ce n'est pas l'idéal qu'on aurait voulu. Donc, tout dépend de votre objectif de recherche et de votre conseil, de votre question de recherche. Donc, demandez l'avis de l'épidémiologiste ou du statisticien pour pouvoir identifier la bonne façon de faire votre échantillonnage. Donc, c'est ça, en fonction des analyses prévues, on peut choisir de faire un échantillonnage par strates, selon le genre, selon le niveau de revenu. Si l'étude concerne un groupe particulier, il faut développer une méthode pour inclure ce groupe spécifiquement. Donc, les femmes rurales sans revenus ne pourront jamais être jointes si vous utilisez les réseaux sociaux pour recruter les patients. Votre taille d'échantillon, elle ne doit pas être trop petite. Parce que si elle est trop petite, vous avez une faible puissance statistique et vos résultats peuvent ne rien donner d'intéressant. Elle ne doit pas être trop grande non plus. C'est parce que on sait tous que les ressources sont limitées. Donc, trouvez l'équilibre. Comment trouver la taille d'échantillon minimum qu'il faut pour réaliser votre étude? Prenez le conseil d'un statisticien, mais il y a beaucoup d'outils en ligne pour faire le calcul de cette taille d'échantillon en fonction du type d'étude que vous voulez réaliser. Important de faire attention aux biais, j'en avais déjà parlé. Le biais, c'est toute erreur systématique au niveau de la méthodologie de l'étude qui aboutit à une erreur d'estimation des résultats. Les biais principaux qu'on connaît sont les biais de sélection, les biais de confusion et les biais d'information. Donc, au moment où vous faites votre étude, faites attention à ne pas faire de biais de sélection. J'en ai suffisamment parlé, je ne vais pas y revenir. Les biais de confusion, je n'en avais pas parlé. Là, je vais en parler. Le biais de confusion, c'est quelque chose qui vient comme embrouiller tout parce que vous n'avez pas tenu compte de lui. Par exemple, vous voulez mesurer l'association entre la consommation d'alcool et la maladie cardiovasculaire. Mais dans la collecte de données, vous n'avez pas mesuré la consommation de cigarettes qui est souvent associée à la consommation d'alcool, mais en même temps associée à la maladie cardiovasculaire. Donc, cette variable est appelée une variable de confusion. Et si vous ne tenez pas compte d'elle dans vos analyses, le résultat que vous aurez sera complètement un résultat invalide. Les biais d'information. Ça, c'est vraiment quelque chose qui arrive
Le biais de rappel, par exemple, c'est quelque chose qui arrive quand vous, dans les études rétrospectives, quand certaines personnes n'arrivent pas à se rappeler l'information appropriée et donc ça entraîne des biais, surtout quand vous comparez deux groupes. Le groupe de ceux qui sont malades et de ceux qui sont pas malades dans une étude 4 témoins. Ceux qui sont malades auront tendance à beaucoup plus se rappeler des choses que ceux qui sont pas malades. Et donc, ça a tendance à fausser les résultats. Les biais de classification, c'est que vous ne mesurez pas la chose de la bonne façon et vous la classifiez pas de la bonne façon. Exemple, vous voulez mesurer l'hypertension. Alors, vous décidez d'interroger les gens et de leur demander, est-ce que vous êtes hypertendu? Et la personne dit, non, je suis pas hypertendu. Vous le classifiez de non hypertendu. La personne dit, je suis hypertendu. Vous le classifiez dans les hypertendus. Mais cette personne qui vous dit qu'elle n'est pas hypertendue, est-ce que c'est vrai qu'elle ne l'est pas? Vous n'avez pas mesuré sa pression artérielle. Donc, il est possible que vous ayez fait une erreur de classification parce que votre méthode de collecte n'était pas assez précise. Donc, c'est un peu ça le biais de classification. Le biais de désirabilité sociale, ça arrive souvent dans les enquêtes où c'est l'enquêteur qui interroge l'enquêteur interroge le participant et que la personne qui est interrogée a tendance à vouloir bien paraître. Donc, il donne des réponses qui sont pas vraies, mais qui le font bien paraître. Par exemple, une jeune femme qui est l'enquêtrice, une jeune fille, bien habillée, s'en va interroger un monsieur d'un certain âge. Et le monsieur, il est impressionné par la femme. Alors, elle lui pose des questions sur une étude portant sur la nutrition. Elle lui demande, qu'est-ce que vous mangez le matin? Qu'est-ce que vous avez mangé hier? Il dit du poisson braisé, il dit du poulet, alors qu'il a peut-être pris du gari. Donc, juste pour bien paraître, il donne des informations qui sont pas vraies. Et alors ça fausse complètement les résultats des études. Et ça, c'est souvent observé dans des études épidémiologiques, oui, plus qualitatives. Donc, comme je le disais, la procédure de la collecte de données doit être décrite en détail. Il faut mentionner quel outil vous utilisez pour collecter vos données. Est-ce que vous utilisez un logiciel? Souvent, on utilise maintenant des tablettes pour collecter les données rapidement. Si c'est un support papier, vous devez le préciser. Est-ce que c'est un questionnaire qui sera administré par les enquêteurs ou que la personne elle-même devra remplir, comme on appelle auto-administrer? Vous devez le préciser. Et également, la validation du questionnaire. Il y a des questionnaires type qu'on appelle des questionnaires validés qui permettent de mesurer, par exemple, disons, la présence d'anxiété. C'est un questionnaire qui a déjà été réalisé et validé par des études et vous voulez l'utiliser dans votre milieu pour dépister aussi l'anxiété, par exemple. Et il faut faire attention quand vous utilisez un questionnaire validé dans un autre milieu parce qu'il peut ne pas être adaptable à votre milieu à vous. Donc, vous assurez que ce questionnaire a été validé dans votre milieu à vous ou vous essayez de l'adapter à votre milieu en faisant certaines modifications. Reconnaître les enjeux des variables auto-rapportées. J'en ai parlé avec l'hypertension. Donc, quand vous questionnez quelqu'un sur sa maladie, la différence avec le fait d'aller chercher l'information validée dans son dossier, essayez de voir quelle est la meilleure façon pour vous de collecter la donnée. Prendre en compte les variables proxy. Une variable proxy, c'est une variable qui n'est pas exactement celle qu'on veut, mais qui est corrélée à celle qu'on veut. Par exemple, vous voulez faire une étude et vous voulez connaître le revenu des gens, en fait, connaître la prévalence d'une maladie en fonction du revenu. Mais vous n'avez pas l'information du revenu et vous voulez pas la demander, alors vous demandez la profession qui est corrélée au revenu. Donc, c'est juste un exemple pour vous montrer que parfois, on utilise des variables proxy pour mesurer ce qu'on veut. Mais tout ça avec le conseil de l'épidémiologiste. Je fais pas la publicité des épidémiologistes, hein, mais définitivement, ils sont importants pour, pour votre recherche. OK. Dans votre méthodologie, vous devez savoir quelles variables vous allez collecter. Comment choisir vos variables? Ces variables doivent être basées sur votre vue de littérature. Donc, vous devez aller chercher le cadre conceptuel. C'est quoi un cadre conceptuel? C'est un outil d'analyse utilisé pour la compréhension globale d'un phénomène. J'y vais avec un exemple, juste pour vous faire comprendre généralement.
Vous n'êtes pas toujours obligé d'avoir un schéma, mais juste avoir une idée globale. Quelles sont les variables qui interviennent dans tel ou tel phénomène? Ici, c'est une étude d'un schéma conceptuel des liens entre les facteurs associés avec l'hypertension chez les adolescents. Donc ici, on a l'activité physique et on a l'hypertension. C'est ça que le chercheur veut mesurer. Donc, dans sa recherche, il a retrouvé le cadre conceptuel à travers la revue de littérature. Il a vu qu'il y a la variable âge, la variable consommation de tabac, la variable alcool, la variable obésité, stress, etc. Donc, toutes ces variables sont à prendre en compte dans sa collecte de données pour être sûr de pouvoir mesurer de façon correcte l'association d'intérêt pour son étude spécifique. Ensuite, il faut pouvoir décrire les analyses statistiques. Ce sont des analyses univariées. Quand je dis univariées, c'est une variable et puis une autre variable. Si vous avez fait un peu d'analyse, vous saurez de quoi je parle. Mais cette présentation n'est pas une présentation statistique, donc je ne vais pas aller dans le détail. Les analyses bivariées, test de T, test de Ki2, test d'Allo, vous devez identifier qu'est-ce que vous allez faire. Les analyses plus avancées, régression logistique, régression linéaire, régression multiniveau, vous devez pouvoir identifier ce que vous devez faire. Parce que ce que vous devez faire, si vous ne l'énumérez pas clairement, ça influe également sur la collecte de données. Donc, si ce n'est pas clairement identifié au départ, vous allez collecter vos données et il y a certaines analyses que vous n'allez pas pouvoir faire. Donc, c'est vraiment important de pouvoir le faire. Ensuite, vous allez décrire votre plan d'analyse et énumérer comment vous allez présenter vos résultats de recherche. Important de toujours parler du genre et du sexe dans vos études. C'est un incontournable maintenant, quand vous faites une étude populationnelle ou clinique, d'en faire sans parler du genre et du sexe, c'est un incontournable. Vous devez toujours l'explorer. Possiblement, vous ne trouvez pas de différence, mais très souvent, il y en a. Et il faut pouvoir faire la distinction entre le genre et le sexe. Oui, c'est pas la même chose. Je vous ai donné un lien, formation gratuite pour pouvoir connaître la différence entre le sexe et le genre et pour pouvoir clairement identifier si ce sont des différences selon le genre ou des différences selon le sexe que vous allez réaliser dans votre étude. Là, c'est vraiment une liste de vérification. Ce lien que je vous ai donné, il va vous permettre d'accéder à une page web où vous aurez cette liste. Cette liste, c'est une liste des types d'études. Et avec ce type d'études, qu'est-ce qui est requis de collecter pour avoir une chance d'être publié? Exemple ici. L'exemple ici que j'ai mis en capture d'écran, c'est pour les essais cliniques randomisés. Si vous voulez faire un essai clinique randomisé, vous devez collecter toutes ces informations dans votre étude. Ça vous permet d'être sûr d'avoir tout ce qu'il faut et d'avoir la chance de publier. Également, il y a ce diagramme que vous êtes en mesure de faire. Donc, c'est vraiment des choses universelles qui sont là comme information. Si vous voulez être dans le monde des publications de haut niveau, suivez ces instructions, collectez les données comme il se faut, comme il se doit, et vous pourrez publier. Ensuite, les considérations éthiques. Les considérations éthiques, la recherche portant sur les êtres humains requiert toujours l'approbation éthique. Donc, vous allez vous informer au niveau de votre comité d'éthique de votre pays ou de votre université pour savoir comment obtenir l'approbation éthique avant de réaliser votre étude. Parce que sans approbation éthique, vous ne pourrez pas publier. Et aucune collecte de données ne doit se faire avant l'approbation éthique. Parfois, des approbations administratives sont requises en fonction du milieu où vous voulez faire votre étude. Donc, les principes clés en matière d'éthique à respecter, c'est le respect des personnes, avoir leur consentement, ne pas faire des études sans l'approbation des gens et les informer sur les pour et les contre de l'étude que vous allez faire, surtout dans les études qui portent tout ce qui est essai clinique randomisé. Il faut que ces personnes soient au courant des avantages et des inconvénients et donnent leur consentement éclairé avant de réaliser d'accepter de participer à l'étude. La préoccupation pour le bien-être, c'est un élément important également à prendre en compte.
Il faut, dans un essai clinique, par exemple, quand vous êtes en train de faire votre étude et vous réalisez qu'il y a un traitement qui est clairement meilleur que l'autre, vous ne devez, à un moment donné, vous devez arrêter l'étude et attribuer à tous le même traitement pour le bien-être de la population. Donc, ne pas continuer une étude quand vous constatez vraiment que un groupe est injustement ne bénéficie pas d'un traitement qui est connu comme étant efficace. Donc ça, c'est juste des exemples. C'est beaucoup plus vaste que ça, mais ça, c'est vraiment juste des exemples que je donne. Le principe de justice aussi est également à respecter. Il faut être juste, il faut être équitable et traiter les personnes de la même façon. Vous pouvez également parler de la diffusion de vos résultats et dire les articles, si vous allez publier des articles scientifiques, publier à des conférences ou à des réunions, tous les moyens que vous allez utiliser pour diffuser vos résultats, vous devez pouvoir les présenter. Ensuite, vous devez pouvoir présenter votre échéancier et votre budget. Donc, dans le budget, c'est vraiment par rubrique, vous devez établir tout ce que vous avez besoin pour réaliser votre recherche, ressources humaines, enquêteurs, assistants de recherche, leur salaire, la compensation des participants, parce qu'on ne parle pas de paiement des participants, mais de compensation. Il faut que ce soit en accord avec l'éthique, le matériel informatique que vous allez utiliser, transport, tous les frais afférents à votre étude, vous devez pouvoir les présenter et avoir un budget. Ensuite, vous devrez établir votre échéancier. Pour chaque pour chaque tâche de votre étude, quand est-ce que ça commence, quand est-ce que ça se termine, pour avoir une idée globale. C'est vraiment comme de la gestion de projet. C'est de la gestion de projet. Vous devez pouvoir établir votre échéancier du début à la fin. Et ensuite, les références, vous devez pouvoir les ajouter à la fin de votre protocole. Tout ce que vous aurez cité dans votre problématique et tout le long de votre protocole, vous devez faire la liste à la fin. Également, ajouter les annexes, par exemple, questionnaire ou formulaire de consentement. Et voilà, je vous remercie pour votre attention. C'est ce que j'avais à vous présenter. J'espère que vous avez trouvé des éléments qui pourront vous aider à l'avenir pour votre recherche. Et je suis là si vous avez des questions. Je pense qu'on a quitté 108 personnes pour 312 personnes. Donc, c'était très